All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marcillac, gérant de la société Event etc., qui organise Vélo Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bienvenue dans ce 3e numéro de All Access. On a le grand plaisir d'être dans les locaux d'Amaury Sport Organisation où nous sommes reçus par Pierre-Yves Touot, qui est le directeur du cyclisme chez ASO, et je suis avec Bastien de Marcillac. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre-Yves, bonjour Pierre-Henri. Bonjour à vous. Alors ASO, Amaury Sport Organisation, c'est une filiale du groupe Amaury, qui est notamment propriétaire de l'équipe, et c'est 240 jours de compétition par an, 90 événements dans 25 pays, et puis 5 univers, donc le rallye raid avec le Dakar, les épreuves grand public, le marathon de Paris notamment, la voile avec le Tour de Voile, le golf, et évidemment le cyclisme avec le Tour de France. Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, comment vous êtes devenu aujourd'hui le directeur adjoint du cyclisme chez ASO, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Bah écoutez, c'est un long parcours. Alors je suis pas si vieux que ça, hein, mais après avoir fait quelques années de compétition à un niveau régional, hein, il faut rester modeste quand on travaille chez Amaury Sport Organisation parce que j'ai une équipe d'anciens coureurs cyclistes professionnels. J'ai fait des études qui m'ont permis d'intégrer assez rapidement la Société du Tour de France à l'époque, hein, en 97. Mais avant ça, j'avais passé une année en Angleterre dans un centre de sport pour parfaire et peaufiner mon anglais qui était, pour être tout à fait franc, pas d'un très bon niveau. Et il se trouve qu'en 98, le Tour de France partait d'Irlande. Et Jean-Marie Leblanc, à l'époque, avait besoin d'un jeune étudiant qui a un niveau un peu général dans l'organisation et qui parle surtout anglais un peu mieux que les autres. Et donc, j'ai été choisi à un poste qui est très bien d'ailleurs, service hébergement du Tour de France, qui permet de connaître toutes les familles du Tour de France, la presse, la caravane publicitaire, les journalistes, les organisateurs, les partenaires et les coureurs cyclistes. Donc voilà, c'était un grand moment, ce premier Tour de France en 97. Grâce à l'anglais, du coup, c'est étonnant pour le Tour de France. Ouais, mais vous savez, on parlera certainement de tout ça, mais le Tour de France, il s'exporte. Hein. Il y a beaucoup de grands départs qui se font de l'étranger. Et puis, on a des partenaires qui viennent d'en dehors de nos frontières. Donc, c'est important de maîtriser l'anglais. Je dis souvent aux jeunes diplômés qui postulent chez nous, l'anglais, savoir maîtriser l'anglais, c'est un vrai diplôme. Et c'est important. Alors, en 97, on n'était certainement pas nombreux à maîtriser un petit peu l'anglais. Peut-être moi un peu mieux que les autres. Ça m'a permis de rentrer dans cette belle maison. Ouais, et le cyclisme, du coup, c'est aussi quelque chose qui est important, j'imagine, pour travailler sur le Tour de France, ou c'est pas forcément primordial sur l'événementiel de manière globale? Si, je pense que c'était un facteur. Jean-Marie Leblanc, à l'époque, a pas été insensible à ça. Savoir faire du vélo, faire des compétitions cyclistes, juger des arrivées, des départs, savoir tracer un parcours. Quand on a été coureur cycliste, même à un niveau régional ou national, ça aide. Et puis on parle un peu le même langage, hein, dans les cyclistes, même dans le monde du cyclisme, même si certains roulent plus vite que vous, on parle de la même chose. Et du coup, donc, hébergement, qui est un poste, vous disiez, central, et puis je crois que vous avez aussi géré la partie sécurité, qui est aussi un aspect essentiel sur un événement de cette taille. Oui, tout à fait. À l'époque, Jean-Marie Leblanc avait une vision, c'était de dire les jeunes diplômés qui arrivaient, c'était de les mettre en pépinière. Il les faisait travailler au service hébergement ou logistique. Ensuite, j'ai intégré le commissariat général, qui est un service très important dans l'organisation, dans la technique et la sécurité. Vous avez un autre service sportif, donc j'ai pu aller dans ces différents services, et puis à un moment, gravir les échelons, et quand Christian Prudhomme est arrivé il y a un peu plus de 10 ans, il m'a pris sous son aile, et puis voilà, je l'accompagne depuis
depuis qu'il est arrivé, et avec grand plaisir. Et je crois justement que donc vous êtes directeur adjoint du Tour de France, mais à Esso, on en a parlé, c'est plein d'autres événements, et dans le cyclisme également, Paris-Roubaix, Paris-Tour. Parler de la Vuelta également, et puis d'autres événements à l'étranger. Vous intervenez sur l'ensemble des différents événements cyclistes Surtout, tout à fait. Sur tous les événements cyclistes, hein, on commence au Moyen-Orient. On va lancer le Tour d'Arabie Saoudite cette année, qui sera suivi du Tour d'Oman. Et puis toutes les grandes classiques que vous avez citées, Paris-Roubaix, la Flèche-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, auxquels on est très très attaché. Paris-Nice, le Dauphiné, Paris-Tour, l'Arctic Race of Norway en Norvège. On va même au Japon et en Chine avec 2 critériums en fin d'année. Donc on est un peu partout. Alors j'interviens pas forcément directement, mais bon voilà, il y a de la coordination générale à faire. J'ai toutes mes équipes et j'ai une très bonne équipe qui s'occupe de tous les événements. Ce sera pas une grande confidence que je vais vous faire. On est très focalisé sur le Tour de France, qui est un événement majeur. Et on peut dire qu'à l'année, on a à peu près 80 permanents à travailler essentiellement sur le Tour de France. D'accord, qui travaille uniquement sur le Tour de France sur l'année. Tout le service confondu, la direction du cyclisme, le service commercial, le service des médias, la communication, et puis tous les services transverses, je les oublie pas, parce que dans une organisation, si vous n'avez pas une bonne DRH, si vous n'avez pas un bon service juridique, une bonne comptabilité, ben voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'est tous les maillons de la chaîne. D'accord. Et du coup, on part du Tour de France, qui est cette marque phare. Et puis l'enjeu, de ce qu'on entend, c'est de l'exporter finalement. C'est d'aller vers de nouveaux pays. Et exactement. Quand on fait les critériums à Shanghai ou à Saitama, au Japon, bah, c'est un peu des couleurs et une saveur du Tour de France qu'on apporte avec les codes couleurs, la voiture rouge, les coureurs du Tour de France. Voilà, on sait que c'est très difficile d'exporter le Tour de France ou de faire un grand départ dans ces pays-là. On est très très loin, sachant que la règle nous interdit de faire plus de 4 heures de déplacement pour un grand départ. Donc on n'aura pas le choix. Et donc il y a beaucoup de pays qui frappent à la porte pour avoir la saveur du Tour de France. Ces 2 pays-là en font partie. Et puis depuis quelques années, ça s'est accéléré, notamment sur les grands départs du Tour de France, où on est allé au Yorkshire, on est allé à Düsseldorf, à Utrecht. On a de très très belles candidatures qui sont venues de l'étranger ces derniers temps. Donc voilà, le Tour de France s'exporte, mais ça date pas d'hier. Hein. Le Tour de France est allé à l'étranger depuis très longtemps. Alors on va parler beaucoup du Tour de France après. On voulait faire un petit retour en arrière sur Amaury Sport Organisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros organisateur mondial d'événements ? Alors, le plus gros, je ne sais pas, en tout cas un acteur majeur. On est un peu plus de 300 collaborateurs. Vous avez cité le nombre d'épreuves qu'on fait dans tous les domaines. Hein. Le cyclisme, c'est une grosse partie chez ASO, mais les épreuves grand public avec le marathon, les mud day, tout ce qu'on peut faire en running Reims, running Marseille, running Lyon, le Tour Voile, le Dakar. Donc on est un acteur majeur, mais on maîtrise tout de A à Z. Alors on a des modèles un peu prestataires où on vient apporter notre savoir-faire sur les médias, sur la logistique. Par exemple, généralement on fait de A à Z. On pose la barrière et on vend les droits télé, si vous voulez. Donc le spectre est très très large et on aime maîtriser notre événement. Ça c'est la règle, c'est bien maîtriser notre événement pour bien le vendre aussi, à la fois à nos fans, mais à nos détenteurs de droits, à nos sponsors. Donc oui, un acteur majeur, le plus grand, je ne sais pas, on n'a pas cette prétention-là, en tout cas on essaie de faire bien les choses. Et vous êtes en vase clos par business unit, en tout cas par type d'événement, où il y a beaucoup de transferts qui se font, à la fois des transferts d'équipes, j'imagine, qui peuvent évoluer sur d'autres sujets, ou est-ce que non, les gens qui sont au cyclisme sont que au cyclisme et c'est très cloisonné ? Alors l'organisation, elle est matricielle. Vous avez des directions sportives qui coordonnent l'événement, donc des directions sportives, et puis après on va s'appuyer sur les savoir-faire, la logistique, les médias, la communication, les ressources humaines, tous ces services transverses. Mais généralement, et de plus en plus, dans les services transverses, vous avez des spécialistes du vélo, des spécialistes du Dakar, des spécialistes des épreuves grand public. Donc voilà, les gens qui travaillent sur le vélo, il y a des passerelles avec les autres sports, mais généralement, quand on est vélo, quand on est Dakar, on est Dakar. Néanmoins, on travaille de plus en plus, et c'est le souhait de notre direction générale, d'avoir des passerelles sur les bonnes pratiques dans les sports, et de se dire, nous, on a développé quelque chose sur le Tour de France, une application, ou des méthodes, ou un fonctionnement, ou des process. Est-ce que ça peut pas être transféré sur le Dakar ? Et vice-versa, ou sur les épreuves grand public, comme le marathon de Paris. Donc, notre système d'organisation, il est assez réglé, assez codé, et ces passerelles existent. Néanmoins, c'est la direction sportive généralement et tout le temps qui manage l'épreuve.
On va revenir un petit peu sur le Tour de France. Aujourd'hui, le Tour de France, c'est je crois 12 millions de spectateurs sur les bords des routes, plus de 5000 personnes qu'on appelle donc des suiveurs pendant 3 semaines qui accompagnent ces différents dispositifs, une retransmission dans plus de 190 pays. Vous, votre rôle aujourd'hui, on a parlé d'hébergement, on a parlé de la sécurité, votre rôle aujourd'hui exact dans le Tour de France, c'est quoi ? C'est de la coordination générale, parce que quand on arrive au départ du Tour de France, logiquement, tout est organisé, tout est réglé. Néanmoins, c'est un événement, 5000 permanents qui se déplacent tous les jours avec 12 millions de spectateurs au bord des routes. Vous tenez bien que parfois, il y a des petits couacs, il y a des accidents, et donc il faut régler tout ça. L'avantage, c'est que quand on a un parcours, et ça va vous paraître très prétentieux comme le mien, je connais le fonctionnement du Tour de France. Donc, dès lors qu'il y a un problème sur le Tour de France, souvent on vient me voir pour dire comment on peut trouver cette solution. Et je sais que quand j'appuie sur un bouton, je sais les répercussions que ça va avoir sur les autres services. Je vous prends un exemple, quand il y a un accident dans la caravane publicitaire, il faut le régler. C'est faire intervenir notre service médical ou les pompiers ou le SAMU, malheureusement parfois. Je sais ce que ça peut avoir comme impact au niveau des préfectures. Parce que ça c'est important, mais je sais l'impact que ça peut avoir aussi en interne chez nos sponsors en termes d'image notamment, mais la priorité est d'abord de régler l'accident, de savoir à quel moment les pompiers ou notre service médical est intervenu, ce qui se passe, avoir les faits, et puis de le gérer aussi avec l'aspect communication. Donc tout ça permet d'avoir une vision globale qui permet d'aller vite. Donc mon rôle il est plus là-dessus, ou alors régler un certain nombre de problèmes de management dans les équipes. Vous savez, quand vous êtes 5000 et vous partez pendant 4 semaines sur les routes du Tour, il y a souvent des relations qui peuvent être un peu tendues. Donc j'essaie aussi d'apporter un peu de bienveillance dans tout ça et puis mettre un peu d'huile dans les rouages, quoi. Mais l'avantage encore, c'est parce que j'ai eu des expériences dans d'autres services, je connais le fonctionnement général du Tour, je sais comment fonctionne un service commercial, les médias, je sais un peu leurs problématiques, et je sais quand on va être en saturation, par exemple, ça va vous paraître un peu dérisoire, mais d'un groupe électrogène, je sais que là, il va falloir intervenir, parce que si on n'a plus de signal à l'international, ça veut dire que les 190 pays n'ont plus d'image du Tour. Donc là, c'est quelque chose d'urgent. Ouais, d'où l'importance d'être passé par les différents services pour être en capacité d'interagir avec tout le monde. On parlait de ces petits imprévus, les éléments. La priorité numéro 1 sur le Tour de France aujourd'hui, c'est la sécurité. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces différents éléments La sécurité, c'est pour nous, mais comme tous les organisateurs, c'est un concert, quel que soit l'événement, c'est la priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on développe beaucoup de choses en matière de sécurité qui sont parfois méconnues, on ne communique pas beaucoup dessus, mais le Tour, si je vous donne quelques chiffres, c'est d'abord un arrêté ministériel, on est les seuls à avoir ça, un arrêté ministériel qui autorise le Tour de France. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, au mois de juin, prend un arrêté qu'il publie au journal officiel, et dès lors qu'il a publié ça, on peut partir sur les routes du Tour de France. Qu'est-ce qu'il dit cet arrêté ? Que les policiers vont être en place, les gendarmes vont être en place, les pompiers vont être en place, ça veut dire 28 000 personnes, policiers et gendarmes, c'est 23 000 personnes que nous prenons en charge sous convention. Et puis, nous avons l'apport aussi des pompiers, des conseils départementaux. Donc, dès lors que le ministre de l'Intérieur, qui nous autorise de partir, signe cet arrêté, on peut y aller. Donc c'est beaucoup de policiers, gendarmes, une mission police permanente, des gardes républicains qui nous escortent, des arrêtés dans chaque préfecture, puisque les préfets remontent au ministère de l'Intérieur, le ministère de tutelle. Et donc c'est un gros travail d'organisation. C'est à peu près entre 150 et 170 réunions dans les différentes préfectures, sachant que par Tour de France, on a à peu près 35 départements traversés. Donc vous voyez, donc c'est une grosse organisation qui commence au moment où on présente le Tour de France au mois d'octobre au Palais des Congrès. Ce jour-là, quand on regarde l'écran et les belles images du Tour de France, le ministre de l'Intérieur a dans son bureau, le même jour, l'ensemble des itinéraires prévus, le dispositif de sécurité qu'on va déployer sur le tour suivant. Une fois qu'il a ça, on commence toutes nos réunions dans les préfectures de manière chronologique. Là, on part de Nice, on était dans le 06 il y a quelques temps. Et puis là, on fait comme les coureurs du Tour, on avance. C'est des réunions que vous faites ? Que vous aviez faites peut-être ? Non, vous les faites encore ? On les fait encore. Et ces réunions-là, alors moi j'y vais parfois, j'y vais de moins en moins parce que j'ai une très bonne équipe qui est bien meilleure que moi d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'elles les font, les réunions. Et ils font ces réunions-là du mois d'octobre jusqu'à fin mars.
Donc il déploie tous les itinéraires, hein, mètre par mètre, hein, dans le détail. Voilà, nous arrivons dans telle ville, nous passerons devant la mairie, on tournera à gauche, on a vu des îlots, est-ce que vous pourriez faire un éventuel aménagement, des balisettes. Donc ils vont dérouler comme ça l'itinéraire, ils vont répondre aux questions des policiers, des gendarmes, sachant qu'on a déjà un dispositif qui est rodé puisqu'ils nous accompagnent depuis des années, répondent au service médical, répondent à toutes les parties prenantes. Et ça va prenantes. dans le détail, c'est-à-dire que ça va intersection par intersection, rond-point par rond-point. Tout à fait. On déploie tout. Et une fois qu'on a fini nos réunions... Et quel outil vous utilisez? C'est-à-dire que vous êtes sur Google Maps, vous êtes sur... Non, on a développé un logiciel spécifique au Tour de France avec une tablette tactile qui permet de tout répertorier, notamment les points jaunes, qu'on appelle les points jaunes, les fameux drapeaux jaunes des gardes républicains, mais les points durs, mais aussi l'altimétrie, puisqu'on sort après des profils d'étapes. Donc il y a tout dans cette tablette, tout dans ce logiciel. Et puis une fois qu'on revient de reconnaissances qui sont faites avant la présentation du Tour de France, vous vous en doutez, au mois de juin, au mois d'août, au mois de septembre. Mais une fois qu'on revient au bureau, on plug, et puis voilà, ça nous sort les itinéraires, les dénivelés, et c'est pour ça qu'avec Christian Prudhomme, on choisit un peu les étapes en disant, bon, là, il y a peut-être un peu trop de côtes, on va peut-être un peu réduire, et les équipes retournent sur le terrain pour peaufiner un peu tout ça. Ça nous amène à parler du parcours du Tour de France, justement. Nous, on avait une question qui nous brûle sur ça, c'est vraiment comment on construit le parcours du Tour de France. Je crois que c'est plus de 250 candidatures par an qui souhaitent accueillir le Tour. Donc voilà, comment on construit ce Tour, quelles sont les relations avec les villes. J'imagine que ça prend du temps, que ça se fait pas, enfin que ça se fait avec quelques années d'avance. Voilà, comment on travaille sur ça? Je disais tout à l'heure que la sécurité, c'était la priorité numéro 1. Le lien avec les collectivités, il est essentiel. C'est-à-dire que si un maire, un président de département, un président de région vous dit non, vous n'avez pas d'étape. Donc le lien qu'on a avec eux, il est amical, cordial et il est permanent. C'est-à-dire que Christian Prudhomme, qui a le bureau juste à côté, reçoit beaucoup d'élus, va voir beaucoup d'élus, entretient des liens dans des différents salons, mais aussi parce que voilà, on doit parler du Tour de France. Et c'est intéressant ce que vous dites dans le lien avec Christian Prudhomme, et on reviendra sur le parcours. Dans le lien que vous avez, la façon que vous avez de travailler ensemble, vous êtes l'opérationnel et Christian Prudhomme est peut-être l'image extérieure et notamment vis-à-vis de ses élus. C'est un peu ça la répartition des rôles? Oui, ou c'est une caricature? Oui, non, c'est un peu ça. Il est clair qu'en interne, je suis plus connu pour être celui, voilà, qui fait un petit peu l'organisation, qui fait l'organisation. Mais Christian intervient aussi. Il intervient, il donne le cap, et puis après les équipes se mettent en place. Hein. C'est lui le chef, et c'est lui qui trace le tour et qui intervient parfois même dans le détail. Quelqu'un en plus de très exigeant, donc voilà, c'est un vrai chef. Hein. Mais il a un rôle de communication vers l'extérieur, évidemment. Le patron du Tour aujourd'hui, c'est un grand communicant. Et notamment avec les élus, vous disiez, pour créer ce parcours. Ah oui, tout à fait. Donc, vous le disiez, 250 candidatures, on en a même un peu plus, puisque quand un département pose candidature, vous avez d'autant plus de villes à l'intérieur du département qui peuvent recevoir le Tour de France. Une fois qu'on a les candidatures et les différents tours des années passées, eh bien, en fonction du grand départ qui est choisi à peu près 2 ans avant, une arrivée généralement à Paris, hein, depuis 1975 on arrive sur les Champs-Élysées, eh bien là on commence à tracer le tour. On le trace essentiellement sur un aspect sportif. Jamais de pression politique. Que des élus viennent nous voir régulièrement, nous relancent, ça c'est un fait, mais il est tracé essentiellement sur des raisons sportives. Kilométrage, dénivelé, grandeur des étapes, attractivité des étapes. Donc vraiment, on s'attache à ça. Et une fois ça, c'est le critère numéro 1. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'aspect télégénique aussi, de dire on passe au Mont-Saint-Michel. Le deuxième, quand on peut allier le sport avec la beauté des paysages, et Dieu sait si en France on a cette chance-là d'avoir des paysages absolument magnifiques, bien on le joint à l'aspect sportif. Mais c'est d'abord l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez depuis quelques années, 8 étapes de plaine, ce n'est plus possible au départ du Tour de France. Au bout de 3 étapes, voilà, il faut passer à autre chose. À Nice, même dès la 2e étape, on est sur une étape de montagne, avec le col d'Èze, Turini. Donc ça va être très, très dense et très attractif dès le début. Et parce que le sport est fait de cette manière, et que aujourd'hui, pour le téléspectateur et les spectateurs, il faut qu'il y ait de l'attraction dans la course. Donc voilà, on trace le tour un peu différemment, c'est l'aspect sportif. Avec ces 250 candidatures, on a le choix. Hein. Et c'est que des candidatures, ou est-ce que des fois, c'est vous, Tour de France
France qui dit bon là il faudrait vraiment qu'on aille dans cette ville pour une raison extrêmement rare. C'est très rare. Extrêmement rare, sachant que nous avons un partenariat avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France, qui regroupe tous les conseils départementaux. Et souvent, le lien avec les départements nous font que voilà, telle ville peut être approchée, mais c'est rare. Ou lorsque vraiment on souhaite aller dans un lieu vraiment emblématique où là, ben voilà, on est obligé un peu de pousser les portes, mais ça se fait généralement bien. Vous savez, on est assez bien accueillis par les élus. Ouais. Vous nous disiez, c'est au moment où on dévoile le Tour de France, quelques heures après, des personnes qui sont dans le bureau avec le ministre de l'Intérieur pour commencer à travailler de manière, on va dire, opérationnelle sur la sécurité, etc. Il ne connaît pas le parcours avant, le ministre de l'Intérieur? Non. Avant la présentation, personne ne connaît le parcours, si ce n'est les élus qui vont être choisis, parce qu'ils sont dans la salle. Donc vous ne pouvez pas les avertir le matin. Et comment on fait pour ne pas faire fuiter ce scénario? Ça, c'est la grande question. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à tenir le parcours vraiment secret. Et vous le savez peut-être, le parcours et des parcours circulent un mois avant. Les élus le savent quand vous allez annoncer le parcours? Oui, ils savent qu'ils sont retenus. Ils s'y sont retenus, donc on a une bonne nouvelle à leur annoncer. Alors, généralement, on dit quand même quelques jours avant, départ ou arrivée, ou journée de repos. On le dit, mais on n'en dit pas trop et on leur dit surtout de rien dire. Après, pour tout vous dire, moi qui ai travaillé à l'hébergement est complètement réservé le jour de la présentation du tour. Donc c'est un travail d'1 mois et demi où on appelle tous les hôtels, puisque nous hébergeons, nous seuls, 1800 personnes. Donc là, vous avez une équipe qui appelle, qui dit bonjour à Maurice Sport pour le Tour de France aux réserves. Non, vous faites ça de façon anonyme. On fait ça de façon anonyme pour un grand événement qui a lieu au mois de juillet. Donc vous voyez, c'est très anonyme. et on leur dit surtout, vous gardez ça pour vous. Je sais un peu comment ça se passe dans les hôtels, j'imagine, quand la personne qui a reçu le coup de fil dit ouais, voilà, il y a le Tour de France qui arrive le 17 juillet. Bon, ça fuite aussi un peu par là. Après, le jour où on ne parlera plus du Tour de France, ce sera bien triste. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi une bonne nouvelle que... C'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on n'aime pas, c'est que la carte du Tour, et ça nous est arrivé il y a quelques années, soit la vraie carte soit divulguée sur une erreur de manipulation parfois et ça part, et l'erreur était de chez nous. Ça, c'est plus embêtant. On aime faire découvrir le nouveau parcours du Tour. Ici, en interne, il y a Christian Prudhomme, j'imagine, vous et d'autres personnes qui le connaissaient, parce qu'il faut aussi préparer les cartographies, il y a plein d'éléments de communication en fait, à préparer aussi en amont. Toute notre équipe, les commissaires généraux qui vont sur les routes, avec le parcours du Tour, dès lors qu'on a choisi avec Christian le départ et l'arrivée, les services sportifs vont sur leurs différents logiciels regarder un peu la topographie, sachant qu'ils ont fait... un coureur cycliste chez nous qui a fait 10 ans en pro, faisait à peu près 30 000 km de vélo par an. Donc les routes de France, il en connaît quand même un rayon, si je puis dire. Et donc, il trace le parcours sur carte, il vient nous le présenter, et ensuite ils partent en reconnaissance avec leur voiture. Un commissaire général... Pour le tracer, c'est une carte papier ou c'est... en ligne, Google Maps, ou ce genre d'outils, ou encore un outil interne? On trace d'abord sur papier, ensuite on rentre ça dans un logiciel pour voir à quoi ça ressemble, mais jusque-là, ça bouge pas trop. On va pas plus loin. Ensuite, ils partent en reconnaissance. Un commissaire général, celui qui est chargé de l'aspect technique, sécurité, aménagement, et un responsable sportif. Ils pluguent l'ordinateur dans la voiture et ils partent du départ jusqu'à l'arrivée pour voir un petit peu ce que ça donne. Généralement, il faut à peu près une étape par jour. Le soir, quand ils arrivent dans l'hôtel où ils dorment, ils regardent un peu l'étape, ils peaufinent, ils disent tiens, il faudrait peut-être refaire un petit raccordement, on est peut-être un peu trop long. Et puis une fois qu'ils ont tout ça, ils reviennent ici et puis ils nous présentent l'étape. Tout à l'heure, on parlait vous disiez, moi, mon rôle, c'est de la coordination, mais il y a 5000 personnes qui travaillent sur l'événement. Comment vous organisez la communication pour que les bonnes infos, et pas toutes les infos, vous remontent pour que vous puissiez ensuite prendre les décisions adéquates? Le Tour de France a été presque dès le départ organisé, dirigé par des militaires. Et le fonctionnement du Tour de France, il est très militaire. Il y a un chef, un sous-chef, et dès lors qu'on prend une décision, mais à quelque niveau que ce soit, généralement c'est exécuté rapidement. On a eu une réunion un jour avec le directeur général de la police nationale, et il nous disait, moi, aujourd'hui je commande plus, je manage toute l'année.
Et nous, on disait, nous, on manage toute l'année, sauf sur le Tour de France, on commande. Et on commande pas parce qu'on est plus fort que les autres, parce qu'aujourd'hui, un Tour de France avec 5000 personnes, avec des gens qui ont des missions différentes, avec une caravane publicitaire qui doit respecter l'horaire, les coureurs qui doivent respecter l'horaire, c'est un système très militaire. Il y a un chef, un sous-chef, et dès lors qu'on donne un ordre... Toute une chaîne qui se met en œuvre. Ça tombe très très rapidement et ça attend pas quelques minutes. Ça va très très vite. Donc on a un système de communication avec plusieurs canaux. Il y a le téléphone évidemment, mais on a des canaux internes et ça va extrêmement vite et ils savent précisément ce qu'ils doivent faire à l'instant T. Quand on change un horaire, si je dis ou Christian, c'est Christian qui va le dire, on change l'horaire, moi quand je le répercute à 4 personnes, ces 4 personnes vont le récupérer à 10, puis à 20, mais ça va extrêmement vite. Hein. On n'est pas devant un ordi à faire un mail à tout le monde. Ça va extrêmement vite sur les canaux de communication qu'on a en interne. Du coup, on sent, on sent un professionnalisme et puis le fait que vous êtes parfaitement rodé sur un événement d'ampleur internationale. J'ai une question un peu annexe. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a des équipes qui sont en train de se constituer. Est-ce qu'aujourd'hui, ASO, au-delà de produire ces événements, est sollicité en tant qu'expert sur des sujets, et j'imagine aussi peut-être que vous avez des gens en interne qui sont débauchés, mais est-ce qu'on vient vous voir en disant voilà, vous êtes des experts sur des événements de cette ampleur et on a besoin de votre expertise, aidez-nous? J'en dirais pas beaucoup plus, mais on a des liens évidemment avec le COJO. Ils nous connaissent, ils sont venus sur nos événements, ils connaissent nos savoir-faire et aujourd'hui la discussion est ouverte. Après, j'en resterai là. Si nous, on peut apporter évidemment notre pierre à l'édifice sur ce superbe événement, on le fera bien volontiers dans notre domaine où on maîtrise parfaitement. On est expert, entre guillemets, dans les épreuves itinérantes et hors stade. Ça, c'est notre vrai savoir-faire. Voilà. Dès lors que quelqu'un nous fait appel à nous et si ça peut marcher, on le fait bien volontiers. Et Paris 2024 est quelque chose d'important aussi pour nous, évidemment. Tout à l'heure, on parlait du fait que c'est retransmis, on parlait des collectivités qui ont un rôle essentiel dans la logistique et l'organisation. En termes de modèle économique, quelle est la répartition des revenus entre la télé, les sponsors nationaux et internationaux, et puis les collectivités? Très simple, droit télé en numéro 1, 2 les sponsors et 3 les collectivités. Avec des tendances qui vont toujours de plus en plus vers les droits télé? Non, les droits télé, ouais. Les droits télé évoluent bien. C'est à peu près 60% des revenus. Derrière, vous avez à peu près 30% des sponsors et le reste, ce sont les collectivités. Les droits télé aujourd'hui, oui, se développent beaucoup. On a un service média qui est très important. Hein, c'est plus de 50 personnes. Voilà. Dédié au Tour? Dédié à tous nos événements, mais le Tour, une grosse majorité des personnes sont focalisées sur le Tour de France. Ok, ça nous amène justement à voir un peu des éléments sur la ferveur du Tour de France. En parlant des médias, aujourd'hui, je crois que c'est 38% de part d'audience sur France TV avec des pics qui vont à plus de 50%, environ 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, plus de 500 médias accrédités, plus de 7,5 millions de fans sur les réseaux sociaux, plus de 73 millions de vues vidéo. Qu'est-ce qui explique cette ferveur? C'est plusieurs éléments. Je crois qu'il y a un spectateur sur 2 qui vient voir la caravane publicitaire, d'autres qui regardent pour voir les paysages. Comment vous expliquez-vous cette ferveur? D'abord, on dit, quand vous citez tous ces chiffres-là, c'est vrai qu'ils sont importants. À l'international, ils le sont aussi. Hein, les audiences sont très importantes. Alors en France, ce qui est assez remarquable, c'est qu'une chaîne publique, malgré le développement d'autres chaînes de sport, on a quand même une tendance qui est pratiquement, je ne vais pas dire en hausse, mais on a toujours une part d'audience qui est importante. Vous citiez 38 ou 39%, c'est quand même colossal. Ça veut dire que 4 téléspectateurs sur 10 regardent le Tour de France au mois de juillet. Donc c'est quand même pas neutre. La date du Tour de France fait beaucoup. C'est au mois de juillet, c'est pendant les vacances, et ça c'est très important. Deuxième chose très importante, c'est que c'est un événement gratuit. 3e événement mondial après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, mais il est gratuit. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur le Tour de France ne payent pas. C'est-à-dire que même vous, par rapport aux droits télé, dans la réflexion, quand vous vendez ces droits télé, le fait que ce soit une chaîne publique est essentiel pour vous? Ou est-ce que... Oui. C'est même un critère discriminant? C'est obligatoire. C'est obligatoire, on n'a pas le choix, c'est un événement protégé. C'est un événement protégé, il doit être diffusé sur une chaîne qui a accès du plus grand nombre, donc une chaîne publique.
Après, on vend à l'international, dans d'autres territoires, mais France Télé a les droits et on est ravis parce qu'ils font de grosses audiences et surtout les images, le vrai savoir-faire, c'est la captation, hein, ce qui montre à l'écran. Et vous le disiez tout à l'heure, un téléspectateur sur deux, alors c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin, regarde le Tour de France pour les paysages. C'est un peu des racines et des ailes, hein, le Tour de France. C'est d'abord la beauté du sport, mais c'est la beauté des paysages. Et Dieu sait si en France, on a de belles choses à montrer. Et ce même pourcentage est vrai sur les téléspectateurs. C'est pratiquement un spectateur sur deux qui vient sur le bord des routes pour la caravane publicitaire en première motivation. La caravane publicitaire, c'est 180 véhicules. C'est un spectacle de 20 minutes qui fait patienter le spectateur, puisqu'un spectateur, autre chiffre, passe un peu plus de 7 heures sur le bord des routes pour venir voir le Tour de France. Donc voilà, la caravane apporte et puis distribue ces fameux cadeaux qui sont gratuits. Donc elle est très attractive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, notamment les enfants, viennent voir le Tour de France pour la caravane publicitaire. Et du coup, la caravane fait partie aussi de la réflexion quand on crée le parcours, dès le début, parce qu'il y a des endroits où les vélos peuvent passer, mais des endroits où la caravane ne peut pas passer. Je crois qu'il y a eu des petites évolutions récemment justement sur ça. Oui, alors... On essaie de la faire passer partout, ça c'est clair, mais la priorité, je le disais tout à l'heure, c'est le sport. Donc parfois, quand on est à la Seine-Montvernier et que la chaussée est très étroite et qu'il y a des lacets que la caravane ne peut pas emprunter, on la dévie pour qu'elle réintègre un peu plus loin le parcours. Mais on sait que quand on dévie la caravane publicitaire, c'est très très problématique puisque les spectateurs attendent et parfois on a dû la dévier pour des raisons climatiques notamment. On a eu un accueil qui n'était pas très sympathique des spectateurs quand on est passé avec la course. Ils l'attendent évidemment. Donc la caravane, oui, on fait très attention. Néanmoins, c'est d'abord le sport qui prime et la caravane s'adapte. Vous savez, la caravane, c'est l'échelon, je vais vous dire, personne ne le sait, l'échelon le plus sensible sur le Tour de France. Extrêmement difficile à gérer. Il y a un système de puces sur chaque véhicule. On sait à l'instant T où est chaque véhicule. La régulation de la caravane se fait avec un avion qu'on a au-dessus. On a des chefs régulateurs, on a des motos, on a des véhicules infosécurité. La régulation, c'est pour qu'elle aille ni trop vite, ni trop lentement, c'est ça ? Exactement. La caravane, elle part avec 2 heures d'avance sur la course, elle finit avec 40 minutes ou 30 minutes sur la course. Donc ça veut dire qu'on la fait partir relativement tôt et ensuite on la fait ralentir, mais dès lors que la course commence à s'emballer, on la fait repartir tranquillement pour éviter évidemment que les coureurs passent devant la caravane, ce qui n'arrive jamais, et heureusement je touche du bois, mais elle est régulée de manière, c'est quelque chose d'assez remarquable, hein, ce que font les équipes d'ailleurs qui sont gérées ici. Un avion en permanence, vous dites, du coup. Oui, on a 3 avions au-dessus de la tête, avec tous les relais à l'intérieur, et la caravane a un avion qui est dédié à elle pour envoyer tout le système d'information, à la fois des véhicules, des 180 véhicules qui la composent, mais aussi avec la course pour savoir où on en est. Donc nous, sur nos tablettes graphiques, on sait exactement où sont les véhicules et on voit ça se déplacer sur le parcours. Ouais. Et vous, justement, sur le Tour de France, pendant l'étape, vous êtes en voiture ou vous êtes au PC, dans un PC orga qui coordonne un petit peu tout? C'est quoi une journée de Pierre-Yves Thouet sur le Tour de France? Je ne vais pas tout vous dire quand même, hein, mais d'abord on se lève très tôt et on se couche un peu tard. On se lève très tôt parce que quand vous avez un départ d'étape à 11h par exemple, il faut être au village avec les invités 3 heures avant. L'ouverture du village se fait 3 heures avant. Si vous êtes hébergé à 1 heure du village, vous voyez à peu près quelle heure il faut partir et à quelle heure il faut se lever. Néanmoins, moi le matin, j'ai un certain nombre comme des dépêches qui tombent pour savoir ce qui s'est passé, parce que le Tour il vit la nuit, hein. Les équipes d'arrivée, c'est 150 smirmors qui vont monter la ligne d'arrivée pendant la nuit. Vous vous doutez bien qu'il y a 400 techniciens avec des ingénieurs, il se passe des choses, donc j'aime bien être informé de savoir ce qui se passe. Donc le matin je regarde ça. Ensuite, voilà. Les dépêches dont vous parlez, c'est un petit peu... C'est des informations, en fait. Hein, c'est pas des dépêches AFP. C'est des mails, c'est des mails, c'est des WhatsApp. Donc chaque chef de service vous fait remonter ces infos. Fait remonter, puis on a une application, hein, ASO Events, où là, on a toutes les données qui remontent hein, sur la météo, sur ce qui s'est passé. Qui est utilisée que sur le Tour ou qui est aussi sur le Dakar? On la décline sur les événements cyclistes, et puis d'autres événements, on est en train de la décliner aussi sur les autres événements. Et ça, c'est géré par le centre de coordination, qui est un camion à l'arrivée où il y a un officier police, gendarmerie, un sous-préfet et un responsable de la sécurité qui est chez nous, qui coordonne l'ensemble et qui, lui, répertorie un peu toutes les informations qu'on doit savoir. Il filtre évidemment
Moi, j'ai pas besoin de savoir s'il y a 3 véhicules de la caravane qui ont crevé le matin. Ça reste en interne. En revanche, quand il y a un accident ou quand il y a un problème majeur, là, on aime la voir. Et puis après, j'ai toutes les fiches sur la sécurité, la sûreté, tous les risques qu'il peut y avoir sur le Tour de France. Il y a des gens qui veulent se montrer sur le Tour de France. Donc ça, j'aime bien savoir ce qu'il en est. Et puis on gère avec nos équipes, soit avec les représentants de l'État, hein, la préfecture, les renseignements généraux. On gère ça. Donc ça, c'est le matin. Après, on part, on fait une petite revue de presse quand on arrive au village. Hein, on aime bien regarder un peu ce qui se passe, sachant qu'on a déjà pas mal d'infos. On a le temps de suivre le sportif, de savoir le classement, de voir ce qui s'est passé, ou au contraire, c'est quelque chose qui est complètement mis dans une bulle et vous êtes focalisé sur des autres sujets? Compte tenu de tout ce qui se passe dans la journée, parce qu'après, on va partir en course. Dans ma voiture, j'ai la chance d'avoir des invités et puis d'être plutôt bien placé en course, mais après, moi, je veux pas la gêner, je veux montrer aux invités, évidemment, ce qui se passe. Et souvent, on m'appelle 10 minutes après l'arrivée en me disant « Quelle étape, super vainqueur !» et j'en sais rien. Parce que j'ai été happé, il a fallu partir au centre de coordination pour gérer quelque chose. Voilà, donc le sport, on le suit, mais par exemple, une étape du Tour de France à la télé, même le soir, on la regarde pas, puisque après, on doit aller dans nos bureaux de l'organisation, faire un point, débriefer. Nous sommes invités par les élus le soir, et donc ça se peut se finir un petit peu tard pour regagner nos hôtels, se coucher entre minuit et 1h du matin, et puis se réveiller à 5h30, 6h. Voilà un peu la journée, avec tous les événements qu'il y a à gérer pendant la journée aussi. Et si vous ne suivez pas la partie compétition, en revanche, les incidents qu'il peut y avoir, c'est-à-dire s'il y a un accident, des vélos qui tombent, qui chutent, est-ce qu'à posteriori, vous faites des débriefs en disant tiens, c'était un des endroits qu'on avait repérés, peut-être que c'était mal balisé, peut-être que... Ah, tout à fait. Dès lors qu'il y a le... Alors ça dépend de la chute, si c'est un coureur qui tombe tout seul parce qu'il a dérapé, voilà, ça fait partie malheureusement du sport cycliste. Si c'est un événement vraiment majeur où il y a une faute quelle qu'elle soit, et là une barrière qui est mal mise ou un îlot qui aurait mal été protégé, oui, on intervient évidemment, mais l'échelon course, je dirais, nous pose moins de problèmes. Ça fait partie du jeu. En revanche, quand il y a des accidents dans la caravane publicitaire notamment, là évidemment, on est très vigilant et on fait ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience tout de suite pour savoir ce qui s'est passé, les circonstances, comment on peut améliorer les choses. Mais chaque chose est analysée sur le Tour de France. On a des mains courantes qui tombent et quand on peut améliorer dès le lendemain ou changer de trajectoire, on le fait. Tout à l'heure, on a parlé de cette organisation qui est capable de prendre des décisions très vite, la remontée d'informations. J'ai envie d'être une petite souris, de me mettre dans votre voiture bleue. A priori, je crois que vous êtes dans une voiture bleue pendant le Tour. Je crois que l'an passé, il y a un épisode de grêle et il faut changer le parcours et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces minutes, comment ça s'est décidé et est-ce que ça a impliqué ? Alors d'abord, il faut savoir que cette étape-là, elle était en fin de Tour de France, donc il y a de la fatigue déjà d'accumuler. On a eu malheureusement le matin un de nos collaborateurs qui est décédé le matin, donc ça c'est un événement qu'il a fallu gérer et c'est pas simple, mais malheureusement ça peut exister. Ensuite, il y a eu, si vous vous rappelez, l'abandon de Thibaut Pinot. Oui. Donc ça aussi, c'est un événement qui est fort. Et après, il y a eu cet épisode météo. Donc ça fait beaucoup de choses. Surtout en fin de tour en plus. Vous disiez que la fatigue, on sait ce que c'est dans l'événementiel. La fatigue, ça fait beaucoup de choses. Et là, il n'y a pas 36 personnes à gérer ce genre d'événement. Là, ça remonte parce que c'est des événements majeurs. Et l'épisode météo, on avait des alertes. Mais un phénomène comme ça, même de vieux montagnards, on a vu ça le soir, ils n'avaient pas eu souvent ce genre d'épisode météo. Donc on s'est soucié sans trop se soucier, même si au centre de coordination, on avait des alertes. Il se trouve que moi, j'étais avec 2 invités dans la montée du col et l'épisode s'est passé juste derrière. J'étais pas trop inquiet parce qu'une fois que j'ai basculé, je voyais rien. Et ce qu'on me disait, oui, il y a beaucoup de grêle, j'écoutais, et ça s'activait beaucoup dans les radios. Donc j'ai dit à mon pilote, maintenant tu roules vite et on va aller voir. Mais je voulais me donner une chance jusqu'à la fin, parce que Christian Prudhomme n'arrête pas de m'appeler. Et je lui ai dit, n'écoute pas trop les radios, ce qu'on dit, tous les appels, même dans nos radios internes, avec le préfet, les gendarmes. On va aller voir, je vais aller voir, et donnons-nous les chances jusqu'au bout. Donc j'ai dû même taper du poing sur la table pour dire maintenant, on va aller voir et on ne prend pas de décision d'arrêter la course, parce que ça peut aller très vite en montagne. Et en fait,
il y avait une alerte qui disait on passait trois tunnels. Et on me dit, tu verras la sortie du premier tunnel, c'est impraticable. Donc moi, quand je rentre dans le premier tunnel, assez vite d'ailleurs, en voiture, je sors du tunnel et je vois rien. Et donc là, je donne l'info à tout le monde en disant, vous arrêtez, on n'annule pas la course, il n'y a rien. Et en fait, c'était au deuxième tunnel, j'avais une mauvaise information. Et quand je suis arrivé où j'ai vu la grêle, là j'ai dit, c'est foutu, on ne pourra pas passer, sachant qu'au même moment, il y avait une coulée de boue qui était très importante. Là, il y avait 60 cm de boue qui était venue sur la route. Donc là, on a décidé, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait plus de route. Donc d'arrêter la course au bon moment parce qu'il fallait l'arrêter au sommet du col pour avoir une ligne et la prendre, voilà, comme on faisait dans le temps avec les commissaires, avec les commissaires qui ont pris et qui ont décompté. C'est-à-dire qu'ils avaient, c'est un cas qui était imaginé avant avec parce que vos commissaires avaient des chronomètres pour parer à ce genre de cas ou non. Là c'est la débrouille et on essaie de trouver un chrono. Parce qu'au sommet de col il y a toujours une ligne au sol. Et oui, il y a toujours une ligne au sol, et donc ça s'est trouvé comme ça. Il est clair que si on avait dû arrêter la course dans la descente, ça aurait été une autre paire de manches, sachant qu'il descendait à 90 ou 100 km/h, pas simple d'arrêter des coureurs, et puis de faire un classement dans la descente, ça aurait été une autre paire de manches. On aurait laissé ça au jury des commissaires de gérer cette situation. Mais là, ça tombait quelque part bien, mais on était à 2-3 minutes de prendre la décision, mais je voulais véritablement qu'on aille jusqu'au bout pour faire passer les déneigeuses. On avait sorti des déneigeuses, mais bon, voilà, on n'a pas pu dévier le parcours. Et le lendemain, je crois que l'étape a été modifiée également parce qu'il y avait, à cause de la météo et d'autres soucis, je trouve que c'est assez bluffant la capacité qu'a le Tour de France à Esso à comme ça moduler en direct en fait des parcours, etc. Vous avez toujours un plan A, un plan B. Comment est-ce qu'on gère en fait tous ces imprévus et qu'on arrive à maintenir la course puisque c'est la priorité avec la sécurité? Comment vous faites? Là, c'est aussi le savoir-faire des équipes et puis surtout, c'est nos équipes, quelles qu'elles soient, même nos prestataires, l'organisation, ils sont vraiment dévoués. C'est-à-dire que le soir de l'étape qu'on a annulée, c'était rien d'annuler. Annuler, c'est juste prendre une décision et dire on annule. Après, il faut gérer. Il faut gérer quoi? Les centaines de milliers de personnes qui sont bloquées dans le col, il faut gérer les coulées de boue, il faut gérer l'évacuation des 150 véhicules de la zone technique qui sont complètement tankés, bloqués, qui doivent aller monter à l'autre arrivée, il faut gérer les relations avec la presse, il faut gérer les relations avec les élus qui attendent depuis des années une arrivée à Tignes qu'ils n'ont pas eu, il faut gérer toute l'évacuation avec le préfet, reprendre des arrêtés, donc on ne s'est pas couché très tôt ce jour-là. Et ensuite, il a fallu gérer l'étape du lendemain qui était annulée, pas annulée mais complètement écourtée, elle devait faire 180 km, elle en a fait que 50, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dans le Cormet de Roseland qui étaient bloqués, qu'il fallait faire revenir, nos prestataires, nos ingénieurs qui avaient monté des lignes pour le Cormet de Roseland qu'on a dû faire rapatrier, il a fallu refaire la reconnaissance de nouvel itinéraire la nuit, avec des KMZ, avec nos ingénieurs, nos services qui ont travaillé, et ressortir un document dans la nuit, avec le bon kilométrage, puisqu'il y a des temps qui sont pris, donc il a bien fallu sortir quelque chose, avec le dénivelé. On a fait tout ça dans la nuit, on a pris des décisions le matin, avec le préfet, qui a d'ailleurs été remarquable, le préfet de Savoie, qui était avec nous, mais ça a été quelque chose d'assez... C'est dur, mais c'est des moments aussi exceptionnels. C'est ce qu'on aime un peu. Quand on est dedans, on n'aime pas ça, mais quand on fait l'histoire... c'est exceptionnel parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on connaît le fonctionnement du Tour, quand on appuie sur le bouton, on sait les répercussions que ça va avoir, mais ça va jusqu'à la pose des banderoles, des partenaires. Vous les mettez où? C'est plus le même itinéraire, vous deviez passer à gauche, vous passez à droite. Voilà, comment on fait? Vous parliez du préfet, et avant l'interview, vous m'avez dit quelque chose qui va faire rêver beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent. Vous m'avez dit... Nous, au Tour de France, on a un préfet qui est sous nos ordres. C'est nous qui prenons les décisions parce qu'on connaissait une machine tellement grosse et qui a tellement de rouages qu'on est les plus à même de prendre la bonne décision. Vous pouvez nous expliquer comment on arrive à avoir un préfet qui... il est sous nos ordres. J'y suis allé un peu fort là. S'il m'entend, il va être... Non, c'est-à-dire que l'organisation générale du Tour, on la connaît. On la connaît mieux que n'importe qui, parce qu'on y travaille nous toute l'année. Et vous savez, il y a souvent des suiveurs du Tour de France qui nous disent « Je suis à mon 20e Tour de France ». 20e Tour de France, oui, 20 fois un mois. Nous, on a la chance de travailler toute l'année sur le fonctionnement du Tour, donc on a tout l'historique. C'est-à-dire que quand on passe sur une route, par exemple, on sait très bien que s'il y a eu un souci sur cette route 3 mois avant,
on a la connaissance du terrain, on a toutes les informations. C'est pour ça que, voilà, quand on est dans un centre de coordination, notre sous-préfet qui est avec nous, qui est nommé par le ministre de l'Intérieur, est un rouage essentiel parce qu'il va faire le lien avec les autorités locales. Mais après, la coordination générale, elle se fait par nous. Et encore une fois, pas parce qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on est à ce poste-là et qu'on a la connaissance de toutes les infos. Mais c'est vrai que l'officier police, gendarmerie, le sous-préfet travaille avec nous et puis qu'on coordonne un peu tout ça. Après, il peut nous donner des ordres aussi et on les respecte beaucoup parce que les préfets sont un rouage essentiel dans l'organisation du Tour. Ça fait combien de temps que vous bossez sur le Tour, vous, personnellement? Moi, 22 ans. Est-ce que vous avez envie demain de travailler sur le Dakar ou sur d'autres événements d'Amaury, ou est-ce que non, vraiment, votre passion, c'est le Tour? Quand vous avez goûté au Tour de France, c'est quand même quelque chose de magique. Alors, souvent, j'ai des amis qui me disent « mais le Tour de France, c'est toujours un peu pareil. » C'est toujours un peu pareil. Non, il change parce que les gens, les relations qu'on va avoir avec les gens changent. L'an dernier, on était à Bruxelles avec Eddy Merckx, l'équipe de Bruxelles, du BME. Voilà, c'était des gens absolument adorable. Et là, on est avec l'équipe de Nice. Vous voyez, ça change avec l'équipe de Monsieur Estrosi. C'est une autre approche. Ça change tout le temps. La société évolue. On a des systèmes d'organisation qui sont différents. On développe tellement de choses au niveau médiatique, communication, que c'est passionnant. Et puis le Tour de France, il fait tellement rêver les gens. Christian Prudhomme dit que c'est 3500 km de sourires. Ben, moi, je lui dis c'est souvent 7000 parce qu'il y en a des deux côtés des sourires. Et c'est vrai que quand on a goûté à ça, c'est quand même quelque chose qu'on a un peu en soi, quoi. Pierre-Yves, c'était passionnant. On va terminer par un petit quiz avec des questions plus simples sur lesquelles vous pouvez faire des réponses plus rapides. Quel est votre meilleur souvenir sur le Tour de France? Meilleur souvenir sur le Tour de France. Là, j'en ai plusieurs, mais le grand départ... Le grand départ de Londres a été un très grand souvenir, et celui de Bruxelles également, avec Eddy Merckx, qui est un personnage que j'ai la chance de bien connaître. Et c'était un vrai hommage qu'on lui rendait, et on a eu des moments très forts. Donc les relations qu'on peut avoir avec les gens, c'est important. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est accident mortel sur le Tour de France que j'ai vécu la première année où j'ai repris le rôle de la sécurité, et ça, c'est dur à vivre. Si vous étiez un événement, vous seriez quel événement? Quel événement? Je ne vais pas dire le Tour de France, c'est un autre. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. Les vieilles charrues. Les vieilles charrues. Parce que je crois que vous êtes breton. Parce que je suis breton et parce que je ne l'ai jamais fait, et j'en entends beaucoup parler. Et je crois que c'est des gens qui travaillent très bien, d'après ce qu'on me dit. Je ne les connais pas. Je confirme. Et on recevra Jérôme, le président de l'association, pour nous parler. J'aimerais beaucoup y aller. Et moi, le jour où j'irai, ce sera peut-être pas mon signe parce que je ne travaille plus sur le Tour, mais j'irai bientôt. On vous donne des super pouvoirs et vous pouvez remonter dans le temps pour prendre un billet pour un événement auquel vous auriez aimé assister, auquel vous n'aviez pas assisté. Ce serait quel événement? Les JO. J'aimerais bien, j'ai eu la chance d'aller à la cérémonie d'ouverture à Londres et participer à une finale du 100 mètres, par exemple. Ça fait rêver. Ouais. Et le prochain événement auquel vous allez assister? Sportif, culturel. Je pense que ça va être le Tour de Man. Ça va être le Tour de Man dans le sport, et puis peut-être avoir, je sais pas, un cadeau de fin d'année, un concert et ce sera le Tour de Man. Ok. Et qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez sur un événement? On parle beaucoup d'expérience client dans le monde de l'événementiel. C'est quoi l'expérience client? Moi, je dis souvent l'expérience client, elle est très simple. C'est comment on arrive à ce qu'on voit pendant l'événement et comment on repart. Donc moi, quand j'arrive sur un événement, quand je vais au stade qui est pas très loin d'ici, et j'irai ce soir, j'ai la chance de y aller, j'aime bien regarder comment on accède, la signalétique, comment on est accueilli, parce que souvent, la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et je suis très attentif à ça. Et c'est pour ça que sur le Tour de France, les équipes que j'encadre, je leur dis souvent attention à la première impression que vous donnez, parce que c'est souvent la bonne. Et ça, c'est extrêmement important. Pour finir, si vous deviez créer un événement qui vous passionne, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez créer comme événement? Qu'est-ce que j'aimerais créer? Un truc un peu dingue, quelque chose en nocturne. En nocturne. J'aime beaucoup ce qu'on fait d'ailleurs ici
les Run My City la nuit. J'ai vu ça à Saint-Malo, c'était superbe. À Paris, je trouve ça bien. Donc créer un événement, pourquoi pas cycliste en nuit, ce serait assez sympa. Pierre-Yves, un grand merci, c'était passionnant, on a appris énormément de choses. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à partager cet épisode et à nous noter sur les plateformes de podcast. Et on vous remercie.